Le musicien Schmidkopf avait quitté la ville afin de gagner la datcha du prince Biboulov où devait avoir lieu, pour les accordailles, une soirée musicale et dansante. Il portait sur son dos une énorme contrebasse dans son étui de cuir. Schmidkopf longeait une rivière qui roulait ses eaux fraîches, sinon majestueusement, du moins fort poétiquement. « Et si je me baignais ?» se dit-il. Sans plus tergiverser, il se dévêtit et plongea son corps dans l'eau froide. La soirée était magnifique. L'âme lyrique de Schmidkopf se mit à l'unisson de l'harmonie environnante. Mais de quel délice ne fut-elle pas saisie lorsque le musicien, s'étant éloigné d'une centaine de brasses au fil de l'eau, aperçut une belle jeune fille pêchant sur la rive escarpée. Il retint son souffle, défaillit sous l'afflux de sentiments divers. Souvenirs d'enfance, nostalgie du passé, amour naissant. Mon Dieu, lui qui pensait n'être plus capable d'aimer. Depuis qu'il avait perdu foi en l'humanité, sa femme qu'il aimait ardemment s'était enfuie avec son ami, le basson Sobakin. Son cœur était la proie d'une sensation de vide et il était devenu misanthrope. Qu'est-ce que la vie ? S'était-il maintes fois demandé. Pourquoi vivons-nous ? La vie est un mythe, un rêve, délire de ventriloque. Mais devant cette belle endormie, il était aisé de s'apercevoir qu'elle dormait, il éprouva malgré lui dans son cœur quelque chose qui ressemblait à de l'amour. Il demeura longtemps immobile à la dévorer des yeux. « Suffit, se dit-il en poussant un profond soupir. Adieu, vision merveilleuse, je dois aller au bal de sa grâce. » Jetant un ultime coup d'œil à la belle, il voulut rebrousser chemin lorsqu'une idée lui traversa l'esprit. « Il faut que je lui laisse un souvenir, songea-t-il. Je vais accrocher quelque chose à sa ligne. Ce sera la surprise d'un inconnu. » Schmidkopf nagea sans bruit jusqu'à la rive, cueillit un gros bouquet de fleurs des champs et de rivières, et, le liant à l'aide d'une tige d'accroche, l'accrocha à la ligne. Le bouquet partit par le fond, entraînant le joli bouchon. La sagesse, les lois de la nature et la condition sociale de mon héros eussent voulu que mon roman s'en tînt là, mais, hélas, la destinée de l'écrivain est sans pitié. Pour des raisons indépendantes de la volonté de l'auteur, le roman ne s'arrêtait pas au bouquet. Contre tout bon sens, contre l'ordre naturel des choses, mon malheureux et roturier contrebassiste était appelé à jouer un rôle non négligeable dans la vie de la riche et noble beauté. Ayant regagné son coin de rive, Schmidkopf fut frappé d'horreur. Il ne voyait plus ses vêtements. On les lui avait dérobés. Tandis qu'il admirait la belle, des malfaiteurs inconnus avaient tout emporté, hormis sa contrebasse et son haut de forme. « Malédiction !» s'écria Schmidkopf. « Ô engeance perfide des hommes ! Ce n'est pas tant la perte de mes habits qui m'indigne, car les vêtements sont périssables, que l'idée de devoir aller nu et, ce faisant, d'enfreindre les règles de la bienséance. » Il s'assit sur son étui de contrebasse et chercha une issue à son effroyable situation. « Je ne peux tout de même pas arriver nu chez le prince Biboulov, se dit-il. Il y aura des dames, sans compter que les voleurs ont pris, en même temps que mon pantalon, ma colophane qui s'y trouvait. » Il réfléchit longtemps, douloureusement, à en attraper la migraine. « Mais bien sûr, se souvint-il enfin, non loin de la rive, dans le taillis, se trouve un petit pont. En attendant la nuit, je peux me cacher dessous, et le soir, dans l'obscurité, j'irai jusqu'à la première isba. » S'en tenant à cette idée, Schmidkopf coiffa son haut de forme, chargea la contrebasse sur son dos et se dirigea vers le taillis. Nu, son instrument de musique sur le dos, il évoquait quelque antique demi-dieu de la mythologie. À présent, lecteur, tandis que mon héros se désole sous son pont, abandonnons-le un instant pour nous tourner vers la jeune fille qui pêchait à la ligne. Qu'est-elle devenue ? Se réveillant et ne voyant plus le bouchon sur l'eau, la belle s'empressa de tirer sa ligne, laquelle se tendit, sans résultat. De toute évidence, le bouquet de Schmidkopf, détrempé, avait gonflé et s'était alourdi. « Ou c'est un gros poisson, se dit la jeune fille, ou ma ligne s'est accrochée. » Elle tira encore un peu, puis décida que l'hameçon était coincé. « Quel dommage, songea-t-elle. Cela mord si bien le soir. Que faire ?» Lors, sans tergiverser plus longtemps, notre excentrique demoiselle quitta ses voiles éthérées et plongea dans les flots son corps somptueux jusqu'à ses marmoréennes épaules. Il ne lui fut pas si facile de décrocher l'hameçon du bouquet dans lequel la ligne s'était emmêlée, mais la patience et l'effort qu'elle déploya eurent le dessus. Une quinzaine de minutes plus tard, la jeune beauté, heureuse et rayonnante, sortait de l'eau, son hameçon à la main. Le mauvais sort, pourtant, la guettait. Les vauriens qui avaient volé les vêtements de Schmidkopf avaient également subtilisé les siens, ne lui laissant que sa boîte d'asticots. « Que vais-je faire à présent ?
se demanda-t-elle en pleurant. Puis-je me promener dans cette tenue ? Jamais, plutôt mourir. Je vais attendre que la nuit tombe. Alors, dans l'obscurité, j'irai trouver la bonne Agafia et l'enverrai chez moi chercher quelques habits. Et pour l'instant, je vais aller me cacher sous le petit pont. Courbée en deux, cherchant les herbes les plus hautes, mon héroïne courut jusqu'au pont. Elle s'y faufila et y trouva un homme nu, à la crinière de musicien et au torse velu. Elle poussa un cri et perdit connaissance. Schmidkoff eut peur lui aussi. Tout d'abord, il prit la jeune fille pour une naïade. « Ne serait-ce pas une ondine venue m'ensorceler ?» se demanda-t-il, supposition qui le flatta, car il avait toujours eu la plus haute opinion de son apparence physique. Et si ce n'est pas une sirène, mais quelque humaine créature, comment expliquer cette étrange métamorphose ? Que fait-elle ici, sous ce pont ? Et que lui arrive-t-il ? Tandis qu'il cherchait une réponse à ces questions, la belle reprit ses esprits. « Ne me tuez pas, murmura-t-elle. Je suis la fille du prince Biboulov, je vous en supplie. On vous donnera beaucoup d'argent. Tandis qu'à l'instant, je décrochais mon hameçon, des voleurs m'ont pris ma robe, mes souliers, tout. Madame, répondit Schmidkoff en pleurant, à moi aussi ils m'ont volé mes vêtements. De plus, avec mon pantalon, ils ont emporté ma colophane qui s'y trouvait. D'ordinaire, les joueurs de contrebasse ou de trombone sont gens peu ingénieux. Schmidkoff était en l'occurrence une heureuse exception. Madame, reprit-il bientôt, ma vue, je le sens, vous offusque. Convenez toutefois que je ne puis partir d'ici pour les mêmes raisons que vous. Voici ce que j'ai imaginé. Auriez-vous l'obligeance de vous étendre dans l'étui de ma contrebasse et de refermer sur vous le couvercle ? Ainsi serais-je dissimulé à vos yeux ? Ayant dit, Schmidkoff retira la contrebasse de l'étui. Un instant, il lui parut qu'en cédant son étui, il profanait son art sacré, mais ses hésitations furent de courte durée. La belle s'étendit à l'intérieur, elle se mit en chien de fusil, il fixa les angles, se réjouissant que la nature l'eût gratifié d'autant d'esprit. « À présent, madame, vous ne me voyez plus, dit-il. Reposez et soyez tranquille. Lorsqu'il fera sombre, je vous porterai à la maison de vos parents. Quant à ma contrebasse, je reviendrai la chercher ensuite. » Quand les ténèbres furent venues, Schmidkoff chargea sur son dos l'étui contenant la belle et prit péniblement le chemin de la datcha Biboulov. Son plan était le suivant. Il irait jusqu'à la première isba, s'y procurerait des vêtements et pousserait plus loin. « À quelque chose malheur est bon », songeait-il, soulevant de ses pieds nus la poussière de la route et ployant sous le fait. « Pour la vive part que j'ai prise au sort de la princesse, nul doute que Biboulov se montrera généreux. »« Madame, êtes-vous à votre aise ?» demanda-t-il du ton d'un cavalier galant, invitant une belle à danser le quadrille. « Je vous en prie, ne faites pas de manières et sentez-vous dans mon étui comme chez vous. » Soudain, le galant Schmidkoff eut l'impression que deux silhouettes humaines marchaient devant lui, enveloppées de ténèbres. Y regardant plus attentivement, il se convainquit que ce n'était pas un effet d'optique. Les silhouettes marchaient en effet, tenant des baluchons. « Ne serait-ce pas mes voleurs ?» songea-t-il brusquement. « Ils portent quelque chose. Ce sont sans doute nos habits. » Schmidkoff posa l'étui au bord du chemin et s'élança à leur poursuite. « Arrêtez-vous » cria-t-il. « Arrêtez-vous ! Rattrapez-les !» Les silhouettes se retournèrent et, voyant qu'on leur donnait la chasse, prirent leurs jambes à leur cou. Longtemps encore, la princesse entendit des pas précipités, des cris « Arrêtez-vous !» Enfin, tout se tut. Schmidkoff se prit au jeu de la poursuite, et la belle fut sans doute demeurée longtemps dans le champ, au bord de la route, n'eût été un heureux hasard. Il arriva qu'en cet instant, les compagnons de Schmidkoff, le flûtiste Joudkov et le clarinettiste Razmakaïn, empruntaient le même chemin pour gagner la datcha Biboulov. Butant contre l'étui de contrebasse, ils s'entre-regardèrent, étonnés, les bras ballants. « Une contrebasse » dit Joudkov. « Mais c'est celle de notre ami Schmidkoff. Comment s'est-elle retrouvée là ?»« Il a dû arriver quelque chose à Schmidkoff, décréta Razmakaïn. Ou bien il s'est saoulé, ou bien on l'a dépouillé. Quoi qu'il en soit, il ne convient pas que cette contrebasse reste ici. Prenons-la avec nous. » Joudkov chargea l'étui sur son dos, et les musiciens poursuivirent leur route. « Ça pèse le diable !» ne cessa de grommeler le flûtiste tout au long du chemin. « Pour rien au monde, je n'accepterais de jouer d'un monstre pareil. » Ouf ! Arrivés à la datcha du prince Biboulov, les musiciens déposèrent l'étui à l'endroit dévolu à l'orchestre et gagnèrent le buffet. À la datcha, cependant, on allumait lustre et applique. Le fiancé, Lakiteitch, conseiller à la cour, sympathique et beau fonctionnaire des voies de communication,
se tenait au milieu de la grande salle et les mains dans les poches, devisaient avec le comte Chkalikov. Tous deux parlaient musique. Quant à moi, comte, disait Lakaïch, j'ai personnellement connu, à Naples, un violoniste qui faisait littéralement des merveilles. Vous ne le croirez pas. D'une contrebasse ordinaire, il tirait des drilles si diaboliques que c'en était effrayant. Il jouait les valses de Strauss. « Allons donc, c'est impossible, » répliquait le comte sceptique. « Je vous assure, il exécutait même une rhapsodie de Liszt. Je partageais sa chambre d'hôtel et par désœuvrement, j'ai appris à jouer sur sa contrebasse cette fameuse rhapsodie. » « Une rhapsodie de Liszt. Vous plaisantez. »« Vous ne me croyez pas ?» lança Lakaïch en riant. « Eh bien, je vais vous le prouver de ce pas. Accompagnez-moi à l'orchestre. » Le fiancé et le comte y dirigèrent leurs pas. Arrivés près de la contrebasse, ils en défirent rapidement les sangles. Et oh, horreur! Mais à ce point de notre récit, tandis que le lecteur laisse libre cours à son imagination et esquisse l'issue de cette dispute musicale, revenons à Schmidkopf. N'ayant pu rattraper les voleurs, le malheureux musicien s'en revint à l'endroit où il avait déposé son étui et ne vit pas son précieux fardeau. Se perdant en conjectures, il fit plusieurs allers et retours sur la route et ne trouvant pas l'étui, se dit qu'il s'était trompé de chemin. « C'est affreux, songeait-il, glacé d'effroi et s'arrachant les cheveux. Elle va étouffer dans l'étui. Je suis un assassin. » Jusqu'à la minuit, Schmidkopf erra par les chemins à la recherche de l'étui. Pour finir, à bout de force, il retourna au petit pont. « Je recommencerai à chercher dès l'aube, résolut-il. À l'aube, les recherches ne donnèrent rien de plus, et Schmidkopf se décida d'attendre sous le pont la tombée de la nuit. « Je la trouverai, marmonnait-il, retirant son haut de forme pour s'arracher les cheveux. Dussé-je y passer une année entière? Je la trouverai. » À présent encore, les paysans qui peuplent le lieu de mon récit rapportent que, la nuit, près du petit pont, on peut voir un homme nu, barbu et chevelu, portant un haut de forme. Parfois sous le pont résonne la voix rauque d'une contrebasse.